Alors, rebonjour. C'est encore Missa Doumbia, et toujours dans le cadre de la réhabilitation de valeurs traditionnelles africaines. Je voudrais entamer avec vous une quatrième causerie qui va porter cette fois-ci sur le mariage, c'est-à-dire le régime matrimonial en pays Bamana. Et comme toujours, je commence mes présentations en invoquant nos ancêtres, nos vénérables ancêtres, pour qu'ils puissent nous inspirer toujours les pensées justes, les paroles justes et les actes justes. Dans le chantier de la réhabilitation de l'homme noir, de l'homme africain, j'ai fait déjà plusieurs présentations. Et je voudrais que vous, mes auditeurs, vous compreniez une chose. C'est que certains peuvent nous accuser de racisme, de repli sur soi, de profanation. Non, je veux apporter une précision. C'est que nous ne sommes pas des provocateurs, nous ne sommes pas des profanateurs, parce que nous estimons que le racisme est une maladie mentale abjecte qu'il faut combattre à tout prix. Et nous voulons tout simplement être reconnus dans ce que nous sommes. Et d'ailleurs, moi, personnellement, j'ai un profil technique. Rien ne me prédestine à vous parler de ces sujets-là. Parce que je ne suis ni théologien, ni historien, ni anthropologue. Mais je me sens interpellé par un devoir de génération. Nous constituons, en tout cas en ce qui concerne le Mali et l'Afrique de l'Ouest, nous constituons la dernière génération d'Africains qui ont subi l'éducation traditionnelle africaine. Et depuis notre génération, le canon de l'éducation a été dévié. Et ça, je suis dépité de ça et déçu de ça. Et on ne trouve pas de bonnes informations. Et face à tous ces mensonges qui entourent la culture africaine, face à tous ces dénigrements, je me suis dit que ça ne doit plus être un domaine réservé aux théologiens, aux historiens, etc. Le débat doit être ouvert maintenant à tout le monde. Et là, ma contribution était justement, en parallèle avec mes activités de technique, de technicien, je mène des recherches sur le domaine de la culture, de la spiritualité négro-africaine, au sein de notre association qui s'appelle 3RNA Maya, le Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine. Et toujours dans ce cadre, nous sommes en train de réhabiliter les rituels traditionnels africains, parce que nous avons la conviction qu'aucun peuple ne peut se développer dans la culture d'un autre. Aucun peuple ne peut s'émanciper tout simplement en imitant les autres. Il faut être soi-même. Et le décollage de l'Afrique, que ce soit le décollage économique, politique, financier, tout ça, c'est secondaire par rapport à la réhabilitation de la spiritualité et de la culture négro-africaine. Parce que tant que l'homme africain n'est pas lui-même, tous les autres domaines sont secondaires. Et je l'ai dit, nos ancêtres négro-africains étaient des génies du social. C'est vrai qu'ils n'ont pas construit les avions, des machines de guerre, mais ils ont construit quelque chose qui est plus précieux que tout ça, c'est l'être humain. Nos ancêtres étaient des génies de la construction de l'être humain. Et nos rituels traditionnels le montrent. Nous allons parler aujourd'hui du mariage. Et vous allez comprendre à travers la présentation comment le mariage était quelque chose de sacré pour nos parents. Et quand on parle de mariage, bon, c'est vrai, ça peut avoir beaucoup d'interprétations, de confusion, parce qu'à l'échelle de l'Afrique, chaque peuple a ses cérémonies propres au mariage, même au sein d'un seul pays. Par exemple, si nous prenons un pays comme le Mali, ben,
Les rituels qui entourent le mariage sont propres à chaque peuple. Bon, c'est vrai que dans les années 60, le premier gouvernement du Mali a essayé d'harmoniser le régime matrimonial pour en faire un code du mariage. Mais avant ça, au Mali seulement, les Bamana avaient leur cérémonie de mariage, les peuls, les sénofos, les bois, etc. Tout le monde avait son cérémonie de mariage. Et il y avait le mariage musulman qui était célébré par un imam. Il y avait le mariage chrétien qui était célébré par un prêtre ou un pasteur. Et il y avait même un système au sud du Mali, dans la région de Sikasso et Sang, il y avait même un régime d'enlèvement des femmes. Bon, c'est-à-dire que si un jeune homme convoitait une jeune fille, bon, ils se mettaient d'accord. Bon, par exemple, la jeune fille, en partant donner la nourriture à ses parents au champ, elle se fait coopter par son prétendant. Bon, elle dépose la nourriture au bord de la route et puis ils s'enfuient. Ils vont en Côte d'Ivoire ou en Guinée et ils restent là-bas jusqu'à avoir leur premier enfant. Et c'est en ce moment, après la venue du premier enfant, ils viennent régulariser leur mariage. Donc, il y a une multitude de rituels de cérémonies de mariage. Donc, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit du mariage en milieu bamana dans l'empire de Ouagadougou, bien avant l'influence de l'islam au Mali. Avant l'introduction de l'islam au Mali, dans l'empire de Ouagadougou, comment les Bamana célébraient le mariage. C'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Parce que le mariage, aujourd'hui, malheureusement, que ce soit en Afrique ou un peu partout dans le monde, le mariage est devenu un lien entre deux individus dans une logique de je t'aime, tu m'aimes, et la moindre négation entraîne le chaos, d'où l'instabilité des familles. Donc, comme je l'ai dit à l'introduction, nos ancêtres ont donné une grande importance au mariage. Et pour le savoir, essayons même de décortiquer un peu le lexique, le vocabulaire qui tourne autour du mariage. Dans la langue bamana, le mariage se nomme Furusiri. Furusiri, ça veut dire Furu, ça veut dire Fururu, Kadaou, ça veut dire sans fin, un engagement sans fin. Furu Siri. Siri, ça veut dire attaché, noué. Donc, il s'agit d'attacher un engagement sans fin. On dit Furu Siri, attacher un engagement sans fin. Nouer un lien sans fin. Et on dit aussi en bamana Furu Yedjigiye, c'est-à-dire le mariage, c'est l'espoir. C'est la fondation même de la vie. Donc, ils n'ont pas joué, nos ancêtres n'ont pas joué avec ça. Donc, pour ça, il y a tout un cérémonial pour faire le mariage. Mais je vais aller rapidement parce que c'est un sujet qui est assez long. Parce que je ne vais pas aller dans le détail des démarches. C'est que tout commence par l'observation de la maturité d'un garçon ou d'une fille. Chez les filles, c'est quand les seins ont poussé et qu'elles voient déjà ses premières règles. Si un garçon, il commence à pousser des barbichettes, donc on observe. Et l'intention de déclencher le mariage, l'intention de chercher une fille en mariage, pour les garçons, l'intention première vient toujours soit d'une maman, d'une tante, d'une sœur, en tout cas d'une femme dans son entourage direct. Et la parole publique est portée par un père, un oncle, un homme en tout cas. Et quand le garçon atteint cette maturité, bon, on lui suggère, il y a des termes codés, hein, on dit, va dans le village de ta maman, ou bien son père ou son oncle peut lui dire, ah, j'ai vu quelqu'un dans telle famille, va la voir. Donc, par des messages codés comme ça, le garçon sait qu'il est temps pour lui de se chercher une femme.
Mais il n'est pas seul dans cette démarche parce que la fille, la bonne fille qu'il doit marier a déjà été détectée quelque part par une tante, par sa maman, par une sœur. Parce qu'on ne se marie pas à n'importe qui. Le mariage, c'est la fondation, c'est le socle de la famille. Et pour faire une bonne famille, il faut choisir une bonne fille avec laquelle tu vas te marier. Et une bonne fille suppose une bonne maman. Une bonne maman suppose de bons parents, de bons pères, de bonnes mamans. Et ainsi, comme la maman est la première éducatrice d'une fille, on regarde quel est le comportement de la maman. C'est ainsi que les ancêtres se référaient. Une femme qui a un mauvais comportement a de fortes chances de transmettre ce mauvais comportement à ses filles. Mais une femme exemplaire qui a une bonne moralité aussi a de très grandes chances de transmettre ses vertus à ses filles. Donc chacun cherchait à avoir une bonne fille. Donc l'importance de sélectionner qui va être la future épouse. Et comme je l'ai dit, le mariage d'aujourd'hui, c'est je t'aime, tu m'aimes. À la moindre contradiction, on plie bagage et de ménage, ça déménage. Chez nous, ce n'était pas comme ça. Comme je l'ai dit, furusiri, ça veut dire attacher un lien pour toujours. C'est un lien permanent. Et avant l'introduction de l'influence de l'islam ou de la colonisation, je vais vous dire comment le mariage se passait chez nous. Donc, les préliminaires, c'est très long à détailler, mais ce n'était pas quelque chose qui est brusqué. Il y avait plusieurs étapes qui permettaient à la jeune fille et au jeune homme de se connaître. Contrairement à la mauvaise publicité qui est faite autour de la culture africaine, qu'on présente ça comme c'est des mariages arrangés, c'est des mariages forcés, non? Bon, c'est vrai, chez nous, le mariage ne tourne pas autour de l'amour, comme on le voit dans la vie moderne. L'amour existe dans le mariage, mais c'est un composant du mariage. Mais le but essentiel du mariage, ce n'est pas l'amour. Le but du mariage, c'est la procréation, la pérennisation d'une lignée. Si c'est l'amour, ben, l'amour, on peut l'avoir à tout bout de champ. On va dans un bar, on rencontre une belle fille, bon, on est amoureux. Bon. On va dans un autre pays, on trouve une autre femme belle, on est amoureux. Donc, l'amour, là, il est volatile. On ne peut pas bâtir un mariage autour de l'amour. L'amour fait partie du mariage, mais il n'en est pas le but. Voilà. Et donc, les Bamana, ils avaient compris ça. Donc, on accordait l'importance au lien que ça crée autour. Et quand on dit Furu Yidjigye, ça veut dire que le mariage lui-même constitue un lien, une greffe forte entre deux familles. Une greffe entre deux clans. Il ne s'agit pas seulement de l'homme et de la femme, mais toute la parenté autour de l'homme et de la femme sont désormais unis. Ça va même au-delà de la parenté, c'est tout le village. Hein? Tous les membres du village du mari sont les beaux-parents de la femme et tous les membres du village de la femme sont les beaux-parents du garçon. C'est ainsi que le mariage était vu chez nous, à tel point que dans notre vocabulaire, le mot divorce, comme on le dit en français, ça n'existe pas. Divorce, comme on le voit dans les tribunaux d'aujourd'hui, ça n'existe pas. Parce qu'on ne dit pas chez nous que le mariage, on a arrêté le mariage. On dit le mariage est mort. La mort du mariage. Donc, le mariage était vu comme une entité morale vivante. C'est une entité symbolique. Elle a une vie. Donc, elle peut mourir ou elle peut même tomber malade. C'est quoi un mariage malade? Un mariage malade, c'est quand il y a des événements dans la vie qui arrivent, qui provoquent une séparation forcée, une maladie, une stérilité de la part d'un des conjoints. Dans ce cas, on dit le mariage est malade. Et maintenant,
comment le mariage, la célébration proprement dite est faite? Bon, actuellement, comme je l'ai dit, dans la République moderne, post-coloniale, on va à la mairie, on célèbre le mariage civil, ensuite on va dans une église ou dans une mosquée pour célébrer le mariage religieux. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Avant, il y avait le vestibule du mariage. Le vestibule, c'est tout un protocole en Afrique de l'Ouest. Et je consacrerai dans les temps à venir une causerie spéciale dédiée au protocole du vestibule. Parce que ce n'est pas n'importe quoi. Un vestibule, c'est vraiment en Afrique quelque chose qui est très important. Ils caricaturent, ils disent, oh, les palabres sous le baobab, tout, mais il y a le vestibule. Donc, le vestibule, il y en a plusieurs. Le vestibule de mariage, le vestibule du chef de famille, le vestibule du chef de canton. Il y a plusieurs vestibules. Et chaque vestibule a ses protocoles. Donc, le mariage était célébré. La célébration proprement dite était faite dans le vestibule. Et comment c'était fait? Comment on célébrait? Il y avait toujours un maître de rituel qu'on appelle Furu Belema. Lui, c'est vraiment un grand initié qui est maître du rituel et qui connaît les formules consacrées pour la divinité du mariage. Parce que le mariage aussi a une divinité. On ne peut pas unir deux êtres humains sans confier ça à une divinité. Donc, nos ancêtres avaient conçu plusieurs divinités et chaque divinité avait une fonction spécifique. Donc, la fonction spécifique de la divinité du mariage était donc d'autoriser l'union entre deux individus, ensuite protéger leur union et faire en sorte que l'union soit fertile, qu'il y ait une descendance. Donc, le chef du rituel mariage, il verrait ça dans le vestibule, il s'installe quelque part, il s'isole, et puis, parce que cette divinité-là, je ne vais pas citer son nom dans cette vidéo, accepter cela, mais comme la divinité, elle ne devrait pas être vue par tout le monde, tout comme le Créateur est caché, cette divinité aussi demeure cachée. Mais le maître du rituel l'amène au vestibule, il fait entourer ça par des pailles, et avant le début des cérémonies. Et qui participe à la cérémonie proprement dite de célébration du mariage? Il y a naturellement les deux concernés, l'époux et l'épouse. Il y a deux parrains, le parrain de la femme et le parrain de la femme. Et il y a deux témoins, le témoin de l'homme et le témoin de la femme. Donc, on habille correctement en tenue traditionnelle la femme et l'homme. Donc, la femme entre d'abord en premier dans le vestibule, suivi de l'homme, suivi des autres. Bon, le maître du rituel, naturellement, il a déjà fait les cérémonies rituelles préliminaires avant la célébration proprement dite. Et quand tout le monde rentre dans le vestibule, en ce moment, la cérémonie proprement dite commence. Donc, le parrain de la femme qui a déjà apporté 11 noix de cola, donc on lui retourne une noix de cola et il y a 10 noix de cola qui restent pour le reste de l'assistance. Donc, la noix de cola qui est retournée au parrain de la femme, il est obligé d'apporter ça chez lui et de faire manger ça parce que ça prouve, si vous êtes sincère avec nous, vous mangez cette noix de cola pour prouver que vous êtes sincère en nous donnant votre fille. Donc, si vous n'êtes pas sincère, vous mangez cette noix, alors quelque chose va se produire de mauvais pour vous. Alors, comment le mariage se célèbre, est célébré? Bon, avec l'introduction de l'islam, c'est vrai qu'on n'amène plus la femme dans le vestibule. On n'amène plus la femme dans la célébration du mariage à la mosquée. C'est seulement les hommes, une cérémonie réservée aux hommes. Donc, à la célébration, qu'est-ce qu'on dit? L'homme est là, la femme est là, les témoins sont là, les parrains sont là, les marraines sont là.
Alors, on commence d'abord par les parents. Le maître du rituel, il demande aux parents, est-ce que c'est bien votre fille? Oui. Est-ce que vous autorisez son mariage avec ce monsieur? Oui. Est-ce que le mariage est autorisé entre eux? Oui. Et là, ce dernier point est important, parce que dans la culture bamana, on ne doit pas se marier à n'importe qui. Le mariage mixte, chez nous, comme dans toutes les races, c'est quelque chose qui est un peu rejeté. Il faut être d'une hypocrisie absurde pour nier cette réalité. Le mariage était autorisé entre certaines personnes et on les appelait fourignerons. Fourigneron en bamanan, ça veut dire la personne avec laquelle tu es autorisé à te marier. On ne peut pas se marier à n'importe qui. Donc, les parents confirment que oui, c'est bien leurs enfants, ils sont consentants pour le mariage et le mariage est légalisé, est autorisé entre eux. Ensuite, le maître du rituel s'adresse aux témoins. Il demande aux témoins, est-ce que vous êtes le témoin de tel ou tel? Oui, nous sommes le témoin pour la fille, pour le garçon. Est-ce que la dot a été payée? Le témoin doit confirmer, oui, la dot est payée. Est-ce que le mariage est autorisé entre eux? Les témoins aussi doivent confirmer que oui, c'est autorisé. Parlant de la dot, aussi là, ceux qui sont là permanemment à dénigrer la culture africaine, ils ont présenté la dot comme c'était de l'argent pour acheter une femme. On ne peut pas acheter un être humain. Mais voyons, arrêtez. La dot, c'est tout simplement une compensation symbolique pour la perte d'un membre de la famille qui va désormais pour assurer la progéniture d'une autre famille. Et ça, c'est juste quelque chose de symbolique. Alors, chez nous, je vais un peu développer ce point concernant la dot un peu plus tard. Et nous allons continuer avec la célébration, le rituel même. Les consentements ont été donnés, les témoins ont affirmé que tout est OK. Maintenant, on commence à donner les conseils à l'homme et à la femme. Et là, c'est tout un cérémonial aussi, c'est très long, mais l'homme et la femme étant présents, on dit à chacun quel est le devoir, quels sont les devoirs et quels sont les droits et les responsabilités de chacun, de chacune dans un couple. Et le plus important, on vous dit qu'il ne faut pas divorcer et on vous dit quelles sont les conséquences du divorce chez un être humain. Avant de célébrer le mariage, le maître du rituel, il s'assure que vous avez bien compris et il cite 3 raisons qui peuvent autoriser la mort du mariage. J'aime pas utiliser le mot divorce parce que ça ne correspond pas à ça. Pourquoi? Comment on peut autoriser qu'un mariage meure? Quelles sont les raisons? Quelles sont les causes valables pour faire mourir un mariage? Bon, il y en a 3. La première raison pour laquelle un mariage est autorisé à mourir, c'est quand l'homme, c'est-à-dire le mari, il devient fou. Donc, personne n'est tenu de vivre avec un fou furieux. Donc, si la femme dit, bon, moi, je ne suis pas capable de vivre avec un fou, elle est libre. Dans ce cas, on va prononcer la mort du mariage. Deuxième cause, si l'homme insulte vulgairement le père ou la mère de la femme, ça c'est une cause valable de la mort du mariage. Il ne s'agit pas des insultes en parabole, mais c'est-à-dire insulter vulgairement et de façon directe le père ou la mère de ta femme était considéré comme une raison valable pour le divorce, si la femme ne l'accepte pas.
Tout dépend de l'acceptation de la femme ou pas. Bon, donc ils appellent ça Bisani Nendjan. Ça, c'est la deuxième cause valable. La troisième raison valable pour un divorce ou bien pour la mort d'un mariage, c'est quand l'homme est atteint d'impuissance sexuelle. Si au cours du mariage, bon, on ne sait pas, l'homme peut avoir une impuissance sexuelle. Et que dans la famille directe de l'homme, il n'y a pas un substitut. Parce que nos ancêtres ont trouvé aussi une solution à ça. Si un homme tombe dans une incapacité sexuelle, s'il devient impuissant, donc il y avait un arrangement qui était cherché. Et cet arrangement, c'est quoi? C'est un arrangement à huis clos entre 3 personnes. Donc, on appelle son petit frère, donc l'homme, son petit frère et sa femme. Donc, on fait un peu, entre guillemets, une passation de service, une passation de rôle, et on autorise le petit frère de l'homme à coucher avec sa belle-fille, avec la femme de son grand frère, juste pour des raisons de satisfaction de besoins sexuels ou de procréation. Et si des enfants naissaient dans ces unions-là, ces enfants appartenaient automatiquement au grand frère défaillant. C'est logique. Donc, c'était la solution sociale que nos ancêtres ont trouvée à un problème social. Bon, nos détracteurs vont encore dire « Oh, bon, c'est la sauvagerie », mais non. C'était une réponse sociale à un problème social. Comme je l'ai dit, le but essentiel du mariage, ce n'était pas l'amour. Bon, donc, par cette solution, seules 3 personnes sont au courant. L'homme, sa femme et le petit frère. Et exceptionnellement, dans des cas très rares, une 4e personne pouvait être autorisée à être au courant de cette entente-là. Ça peut être le père de l'homme ou bien le père de la femme. À part ces 3 ou 4 personnes, plus personne n'est au courant. Même ton ami le plus intime, il n'est pas au courant de cette entente-là. C'est vraiment quelque chose de très secret. Je dois le dire, bon, parce que je suis dans une dynamique de faire connaître la culture africaine, la vision de nos ancêtres. Et c'est notre devoir de le dire. Bon, voilà la 3e raison pour laquelle on autorisait. Si la femme dit, bon, moi je ne veux pas son petit frère, j'ai été marié pour lui, mais pas pour son petit frère. Là, c'est son droit, elle peut réclamer la mort du mariage. Et pour l'une de ces 3 raisons, si la femme dit, moi je ne supporte pas les méfaits, alors on autorisait la mort du mariage. Et comment le mariage mourait? On partait en dehors du village, s'asseoir sous un arbre, et on dénoue l'entité qui a symbolisé votre mariage. Et quand on dénoue ça, c'est la mort symbolique du mariage. Et l'arbre sous lequel on a dénoué ça, le mariage, cet arbre-là aussi mourra dans les semaines qui suivent. Bon, donc, l'homme et la femme, chacun, doivent approuver qu'ils sont d'accord avec ces 3 raisons-là. Excepté ces 3 raisons-là, aucune autre raison ne justifie un divorce. Aucune autre raison ne justifie la mort du mariage. On pose la question à l'homme, est-ce que tu es d'accord? Il dit oui. On pose la question à la femme, est-ce que tu es d'accord? Elle dit oui. En ce moment-là, alors on fait les sacrifices rituels à la divinité qui est la divinité du mariage, avec les 10 noix de cola. Et les 10 noix de cola sont partagées entre toutes les personnes qui sont là dans l'assistance. Et vous, en mangeant cette cola, vous vous engagez à ne jamais mettre votre bouche dans une histoire de divorce de ce couple-là. Si quelqu'un qui a mangé la cola, qui a servi à nouer le mariage, parle de divorce, eh bien, un malheur tombe sur toi. Tu peux mourir, un de tes enfants peut mourir, un malheur va s'abattre sur toi. Donc, tu vois, il y a un engagement qui est là, qui fait que toi, ayant participé à nouer le mariage, tu ne dois jamais participer à dénouer à faire mourir ce mariage. Même si, au fond de toi,
la femme a trop déconné ou bien l'homme a trop déconné, tu veux qu'il divorce. Même si c'est ton intention réelle, mais tu joues à l'indifférent. Tu ne prononces jamais de ta bouche, ah, il faut laisser cette femme-là, ou bien, ah, il faut te séparer de cet homme-là. Jamais. Donc, ayant accepté ça, on passe à l'étape suivante. Ça, c'est une étape un peu rituelle qui se fait un peu, on sort de huis clos. Donc, il y a l'assistance, les autres qui sont là pour célébrer le mariage. On va sur une place un peu publique, devant le vestibule. Et là, des rituels commencent. Bon, là, il y a, pour l'homme, il y a une calebasse dans laquelle il y a une houe. La houe, c'est l'instrument de culture, mais la daba. Une aiguille avec fil, des étoffes et une paire de chaussures dans une calebasse. Et comment ça se passe? Donc, maintenant, le rituel va commencer. La femme se lève, elle prend l'homme par la main gauche, elle le tire lentement, et l'homme se lève. Et dès que l'homme se lève, elle saisit la calebasse avec la daba et la machette, et elle donne ça à l'homme. Et l'homme tourne le dos, la femme enlève son foulard, son foulard, et elle l'attache autour de la ceinture de l'homme. Et quelle est la signification de ça? La signification de ça, ça veut dire que, voilà, tu es désormais mon mari. C'est toi que j'ai choisi. La daba symbolise l'outil de travail. Bon, dans un pays occidental, on peut utiliser un stylo, ou bien, je sais pas, la souris d'un ordinateur. En tout cas, l'outil de travail avec lequel l'homme travaille pour assurer sa subsistance. Donc, chez nous, c'était la daba, parce qu'on était tous des agriculteurs. Donc, l'outil de travail était dans la calebasse. Et ensuite, il y avait une machette. La machette symbolise quoi? La machette symbolise... La femme est en train de te dire comme ça, ta nouvelle femme. Voilà, la vie est un combat. Voilà ton arme de combat. Tu dois t'en servir pour me protéger, pour protéger notre couple. Et oui, l'homme, dans les recommandations qui vont suivre, on va dire à l'homme, tu dois protéger ta femme. Tu dois assurer ta sécurité, la sécurité de ta famille. Et pour ça, on explique à l'homme, pourquoi on t'a donné la machette? Tu dois défendre ta femme. Et en faisant quoi? Quand vous êtes dans la chambre nuptiale, la femme se couche toujours derrière et l'homme devant, là, par rapport à la porte d'entrée. Pourquoi? Parce que quand il y a un danger, c'est l'homme d'abord qui doit affronter le danger avant la femme. En partant au champ, le champ c'est le lieu de travail. Bon, l'homme se met devant et la femme derrière. Et ils marchent l'un après l'autre pour aller au champ. Pourquoi? Parce que l'homme doit toujours affronter le danger avant la femme. Donc l'homme se met devant en partant et ils vont comme ça. Parce que quand il y a un danger, le danger vient de la brousse. Donc quand il y a un danger qui vient de la brousse, l'homme doit affronter ça d'abord avant la femme. Il protège sa femme. C'est pour ça que l'homme se met devant en allant au champ. Et au retour du champ, c'est l'inverse. La femme se met devant et l'homme derrière. Pourquoi? Parce que comme toujours, le danger vient de la brousse. S'il y a un danger, il va attraper d'abord l'homme avant la femme. Donc c'est des recommandations comme ça et des explications qu'on donne à la symbolique que la femme vient d'offrir à l'homme. Et l'inverse se fait aussi. Donc quand on finit ça, bon, il s'assoit. Bon, maintenant l'homme, c'est à l'homme maintenant de de lever la femme avec la main droite, doucement. Et après, il prend un panier, une calebasse dans laquelle il y a l'aiguille avec fil, l'étoffe et une paire de chaussures. Donc, et puis, on explique à la femme la signification de chacun de ces éléments. Pourquoi l'aiguille? L'aiguille, ça sert à coudre. La femme doit symboliquement coudre les deux étoffes. Coudre, ça veut dire unir. Donc, ça veut dire que, voilà, tu es ma femme, tu dois désormais coudre les liens de parenté entre moi et tous mes parents. Même ceux avec lesquels je ne m'entends pas bien, ton rôle c'est de créer une bonne ambiance, une bonne harmonie pour que tout le monde puisse s'entendre. Donc, la femme sert à coudre les relations sociales. Donc, désormais, tous mes parents sont tes parents, tous tes parents sont mes parents. Et ça va au-delà de ça. Tous les habitants de mon village sont tes beaux-parents. Et inversement.
Et après, le fil, il y a la paire de chaussures. C'est aussi, tout est symbolique. Hein. La paire de chaussures symbolise quoi? Quand l'homme va en ville ou au travail, il fait quoi? Il porte un bonnet, une chemise, un pantalon et une paire de chaussures. Donc, mais parmi tous les habits que tu portes, c'est la paire de chaussures qui souffre le plus. Parce qu'elle frotte le gravier, le sol froid, le sol chaud, et ça s'use. Et tu vas faire ton deal, ton affaire. Après, tu retournes à la maison. Quand tu retournes à la maison, tu rentres dans ta chambre avec les autres habits. Mais très souvent, la paire de chaussures, elle est laissée à la porte. Celle qui a justement pris ton poids et qui a souffert plus que les autres habits, reste à la porte. Donc c'est comme s'il y avait une ingratitude là qui s'exprime vis-à-vis de la chaussure. Et la femme est en train de te dire là, voilà, je suis ta femme, je suis Mat, je suis la matrice de la famille. Donc je suis la patience. Je suis prête à supporter tes caprices, ton ingratitude envers moi. Et je vais être patiente, tolérante, hein, amoureuse. Voilà, c'est des choses très, très, très symboliques que la femme est en train de dire comme ça à l'homme. Et quand on finit tout ça, donc il y a un fil blanc qu'on attache autour de la ceinture de la femme et un fil bicolore qu'on attache autour de la ceinture de l'homme. Et après, la marraine, elle vient enlever ces fils-là, les fils blancs pour la femme, le fil bicolore pour l'homme. Pourquoi le fil bicolore pour l'homme? Parce que l'homme, la femme, le fil blanc symbolise sa pureté originelle. Elle est pure et sa droiture, elle est droite. Donc, je ne vais pas aller à gauche, à droite. Tu es mon homme, point. Mais l'homme, dans la tradition, bon, certains peuvent interpréter ça comme du masochisme, mais l'homme n'avait pas de limite au nombre de femmes qu'un homme peut épouser. Ta limite est fixée par le bon sens et ta capacité physique à satisfaire ces femmes-là sur le plan sexuel et sur le plan matériel. Parce que si on dit tous les hommes s'arrêtent à une femme, les hommes n'ont pas la même capacité. Il y a des hommes qui sont capables de coucher dans une nuit avec 3 à 4 femmes différentes. Et d'autres peuvent faire une semaine sans jamais coucher avec une femme. Donc ce serait contre nature de fixer une limite. Mais l'islam est venu et a imposé une limite de 4 femmes à nos mariages. Voilà comment c'est la limite, le sens du fil bicolore pour l'homme et le fil monocolore pour la femme. Bon, ces fils-là sont enlevés, on les met ensemble dans une pochette par une femme exemplaire, une femme qui n'a jamais trahi son mari, une femme qui n'a jamais divorcé et une femme qui a des enfants. Elle met tout ça dans une pochette. La pochette est donnée au maître du rituel. Il récite des formules sacrées sur la divinité du mariage. Ensuite, il remet à la femme, à la marraine, elle attache ça fortement et on donne ça à l'homme. Voilà le symbole de ton mariage. C'est pour ça qu'on appelle Furusiri. On attache, hein, réellement, il y a quelque chose qu'on attache, on noue. Et l'homme doit garder ça dans sa chambre, quelque part, à un endroit top secret, à l'abri de la vue de tout le monde. Et c'est ça qui symbolise son mariage. Et il garde ça jusqu'à la mort. À la mort, soit la mort de l'homme, soit la mort de la femme, ou la mort du mariage lui-même. Ainsi, le mariage était célébré. La femme et l'homme, après tous ces rituels-là, on les rassemble encore et on leur donne des conseils. Ça, les vieux sages sont là pour donner des conseils. Ces conseils, il y en a beaucoup, il y en a à peu près 58. Il y a 58 règlements du mariage. 27 pour l'homme, 28 pour la femme. Et on vous dit, chaque règlement, on dit à la femme, est-ce que tu es d'accord? Elle dit, oui, je suis d'accord. On dit à l'homme, est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. C'est quoi ces règlements-là? Bon, ils sont très nombreux. Bon, je vais juste citer quelques-uns. Hein. Bon, ça, c'est... Si vous voulez avoir les détails, on va mettre tout ça dans le livre qui s'appelle « Reconnexion à l'authentique culture négro-africaine ». Bon, grosso modo, les conseils qu'on vous donne, c'est par rapport aux relations sexuelles dans un couple.
Hein? Bon, on va dire à l'homme, bon, un homme ne doit pas regarder directement le sexe d'une femme. À la lumière comme ça, regarder le sexe d'une femme, c'est interdit à un homme. On dit que si tu fais ça, tu vas perdre tes yeux, tu vas perdre la vue avant de mourir, avant ta vieillesse. Bon, comme je l'ai dit, vrai ou faux, bon, comme je vous ai dit dans la première causerie, la peur est utilisée comme un instrument pédagogique en Afrique. Donc, tu ne dois pas regarder avec tes yeux comme ça le sexe d'une femme, parce que le sexe d'une femme est sacré. Les Bamana considèrent ça comme le laboratoire sacré du Créateur. Un laboratoire sacré du Créateur. Le Créateur, lui, il est caché. Donc, ce laboratoire, tu ne dois pas par curiosité regarder là-dedans. Donc, ça c'est une première recommandation. Deuxième recommandation, tu ne dois pas faire l'amour avec ta femme n'importe où. Donc, il y a des limitations. Des limitations d'espace et des interdits de temps. Les interdits d'espace, c'est quoi? On va te dire, là où tu travailles, si tu es dans un champ, tu ne dois pas faire l'amour au champ. Si tu es dans un bureau, tu ne dois pas faire l'amour dans ton bureau. Etc., etc. Donc, il y a les limitations. Tu ne dois pas faire l'amour sous un arbre. Donc voilà, il y a quelques endroits comme ça. Tu ne dois pas faire l'amour dans un hôtel sacré. Bon, donc ça, c'est des limitations d'espace. Il y en a beaucoup. Il y en a à peu près une dizaine aussi. Et il y a les limitations, les interdits de temps. Il y a des moments de la journée où tu ne dois pas faire l'amour. Notamment quand c'est le zénith, quand le soleil est en plein zénith. On ne doit pas faire l'amour. Quand le soleil est au crépuscule, on ne doit pas faire l'amour. Sous la sanction suivante, les enfants conçus pendant ces périodes interdites-là sont porteurs d'une énergie négative. Je l'ai dit déjà pendant la causerie concernant la naissance et le baptême. Donc vous voyez, ça se retrouve ici. Donc il y a des interdits d'espace et des interdits de temps pour l'amour. Bon, il y a plusieurs recommandations dont les détails sont... On ne peut pas rentrer dans tous les détails, les plus importants, bon, je les cite. Il y a aussi, l'homme doit tout faire pour que la femme ait à manger. Il ne faut pas que ta femme n'ait pas à manger à la maison. La femme, on lui dit, tu ne dois pas prendre la nourriture de ta famille et aller donner ça à autrui sans l'autorisation de ton mari. Tu ne dois pas prendre ses biens matériels et aller donner ça à autrui sans son autorisation. Il y a beaucoup de conseils qu'on donne. Il y a beaucoup de conseils qu'on donne par rapport à tout ce qui est en rapport avec l'harmonie de la famille et tout ce qui est en rapport avec la liaison avec les ancêtres et tout ce qui est en rapport avec même les non-nés. Parce que dans notre communauté, il y a les ancêtres, mais il y a les non-nés. Parce qu'il y a des comportements qu'il ne faut pas faire pour ne pas influencer négativement la vie des futurs enfants. Bon, et enfin, on vous parle du divorce. Comme je l'ai dit, la mort du mariage est autorisée seulement sous 3 conditions. Hormis ces 3 conditions, tu ne dois pas divorcer. Et celui qui transgresse ces règles-là, qui divorce pour une raison non justifiée, une raison qui ne fait pas partie de ces 3-là, il assume les conséquences. C'est quoi les conséquences du divorce chez l'homme? Quand un homme divorce sans ces raisons, tu es banni à vie dans la société, dans la gestion managériale des hommes. C'est-à-dire que tu ne peux plus être un responsable pour gérer un groupe d'humains, un groupe, que ce soit une association, un groupe politique ou n'importe quel groupe, toi, tu es banni. Parce qu'on dit, si tu n'as pas été capable de gérer une seule femme, ben, tu ne peux pas gérer un groupe d'hommes. Donc, à ce titre, tu es banni. Le bannissement, c'est à vie. Il y a seulement 2 exceptions. Tu peux être chef de ton groupe d'âge. Parce que ça, c'est le Créateur qui a fait ça, que toi, tu es né avant les autres enfants de ton groupe d'âge. Et tu peux être chef du village. Ça, c'est le Créateur qui a fait que tous tes aînés sont morts et tu es le seul homme vivant âgé du village. À part ces deux-là, pour toute autre association, l'homme qui a divorcé sans raison, il est banni. Pareil pour la femme. Une femme qui divorce sans raison, elle est aussi bannie pour beaucoup de choses dans la vie quotidienne. Par exemple, si une autre femme fait un enfant, la femme divorcée n'a pas le droit d'être la première à porter l'enfant.
Parce que c'est supposé que si elle porte en premier l'enfant, elle va influer son énergie négative vers la destinée de cet enfant-là. Une femme qui a divorcé, elle ne doit pas accompagner une nouvelle femme dans son lieu de mariage pour poser son canari et autres. Donc, pour accompagner une nouvelle femme au mariage, la femme qui fait ça, qu'on appelle le Manyambara, elle doit être une femme exemplaire, qui n'a jamais divorcé, qui a des enfants, qui a un couple, une vie de couple harmonieuse. Donc, même la femme qui a divorcé, elle ne peut même pas être témoin d'un autre mariage. Vous voyez, il y a plein de conséquences qu'on vous cite. On vous cite comme ça, et tu dois être conscient de tout ça là. Quelles sont les conséquences du divorce pour l'homme et quelles sont les conséquences du divorce pour la femme. Alors, chacun se met des limites pour lui-même. Donc, vous voyez que c'est important pour nous, Africains, de revenir à notre culture parce qu'on ne peut être que nous-mêmes. Et en conclusion, ce que je peux vous dire, je conseillerais à nos femmes, à nos sœurs africaines, à nos filles, au lieu de militer dans le mouvement féministe, demandez-vous pourquoi la femme africaine a chuté aujourd'hui. Elle a chuté à partir du moment où on est parti célébrer les mariages religieux. Elle a chuté à partir du moment où la femme a été amenée à la mairie avec des codes de mariage qui ne sont pas conformes avec nos traditions. Et avec la mort de nos traditions, le mariage, la valeur sociale du mariage est aussi en train de mourir. C'est pourquoi on voit aujourd'hui le déclin des familles un peu partout. On est en train de nous apporter un modèle qui n'est pas le nôtre. Ce modèle, si vous suivez ça, vos familles iront à la déroute, en faillite, comme on le voit partout dans le monde. Alors, ça a été un peu long, mais les détails concernant les démarches du mariage, les détails concernant les 58 conseils, règlements, les 58 règlements du mariage, je donnerai ça dans le livre, vous verrez tout ça dans le livre qui s'appelle Reconnexion à l'authentique culture négro-africaine. Merci de votre écoute.